Alors, j'étais dehors en terrasse en train de prendre un verre et j'ai un mâle de Cétis barbipes qui est venu sur mon verre et qui a commencé à danser. Et en fait, sa paire de pattes hypertrophiées claquait contre le verre à un bruit que moi je pouvais entendre. Et je me suis dit mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Et c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse de ces petites bêtes en me renseignant, etc. Et j'allais de découverte en découverte et ça m'a complètement fascinée. Et donc les araignées sauteuses, oui, dansent. Comme l'araignée pan australienne, la peacock spider. Ça hypnotise carrément la femelle, quoi. Quand on regarde la parade, on voit que la femelle regarde. C'est assez incroyable chez les araignées parce qu'on les considère souvent comme des créatures qui sont dans l'attente, qui sont pas actives, qui sont dans un coin, qui bougent pas, qui attendent que les proies viennent, etc. Et quand on s'intéresse aux araignées sauteuses, on se rend compte que c'est des araignées complètement actives. Léa Colobert est photographe, naturaliste, vidéaste et cinéaste animalière. Depuis 4 ans, cette jeune femme partage sa passion pour la nature et les animaux sur Instagram et sur sa chaîne YouTube Enjoy Nature With Me. Dans le premier épisode, nous avions parlé du parcours de Léa, de quelques-unes de ses vidéos emblématiques, comme celle sur le renard, le chevreuil ou le pic noir, ce pic géant, ce bâtisseur de loges qu'elle a surnommé l'esprit de la forêt. Léa publie de petites vidéos de 5 minutes en moyenne, qui sont à la fois poétiques et pédagogues pour celles et ceux qui, comme elle, se baladent dans la nature et se passionnent pour la vidéo ou la photo. En marge de ces vidéos, Léa s'est surtout fait connaître par son chef-d'œuvre, son film de fin d'études de l'IFCAM, la prestigieuse école des cinéastes animaliers. Ce film s'appelle Le regard de l'araignée et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Dans ce documentaire de 20 minutes, dont nous avons monté un long best-of sur la chaîne YouTube de Baleines sous Gravillon, Léa présente les araignées sauteuses, les saltiques. De petites araignées qu'on trouve partout dans le monde, des araignées errantes qui ne construisent pas de toile, avec de grands yeux tout mignons tout autour de la tête. Popularisées par la série Lucas the Spider, les saltiques appartiennent à la famille des salticidés, littéralement celles qui tuent en sautant sur leur proie. Dans le monde, une espèce d'araignée sur 8 est une saltique. C'est de loin la famille d'araignées la plus répandue. Elles sont aussi minuscules que fascinantes. Mais surtout, elles sont célèbres pour leur parade nuptiale à couper le souffle. Elles sont de véritables stars sur les réseaux sociaux et ce sont les meilleures ambassadrices des araignées en général. Des animaux extraordinaires et très utiles, mais tellement mal aimés. Le regard de l'araignée avec Léa Colobert. C'est parti. Salut Léa. Coucou Marc. On te retrouve à nouveau dans les Deux-Sèvres, ta région natale où tu habites, où tu fais toutes ces merveilleuses vidéos, tous ces affûts. Avec toi, on a parlé de beaucoup d'animaux, on a parlé de ta vie, on a parlé un peu de tes techniques. Et aujourd'hui, on va aborder ton grand œuvre. On va aborder ce film qui m'a tellement impressionné. Je te connaissais pas. C'est les gens qui travaillent avec moi sur Baleines sous Gravillon qui m'ont dit « Mais comment tu connais pas Léa Colobert ?» J'ai vu ce film qui s'appelle Le regard de l'araignée, qui est un peu ton film de fin d'études, c'est ça, de l'IFCAM? Ouais, c'est ça, c'est mon film de dernière année. Donc c'est un film qui est passé dans quelques festivals, qui a fait un tabac, qui est d'une infinie poésie. Tu t'es intéressé aux saltiques, c'est le nom qu'on donne aux araignées sauteuses. Elles sont partout dans le monde, sauf au pôle. On les trouve absolument partout. Ouais. L'étymologiste passionné que je suis précise d'entrée de jeu que ce nom-là, saltique, est donc la famille des salticidés. On le reconnaît intuitivement, tout ce qui est salto, c'est des araignées qui sautent. Voilà, c'est dans leur nom, salticidés. Et le cide, c'est le cide de insecticides, de pesticides. C'est des araignées qui tuent en sautant. L'étymologie est derrière nous. Les saltiques, c'est 5500 espèces. C'est la plus vaste famille d'araignées dans le monde. 13% de toutes les espèces d'araignées, on en a répertorié pour l'instant 48 000. Il y en a beaucoup plus. Que dire, il y a 160 espèces de saltiques en France, on va pas pouvoir toutes les mentionner. Avec toi, on se fait une petite shortlist. Je t'ai laissé choisir celles que tu préférais, et j'en ai rajouté 2-3 parce que je suis un affreux, vilain traître. Que je ne connais pas forcément. Voilà, et je te les mentionnerai. Voilà, que dire, les araignées, la première chose que j'ai envie de dire, on l'a vu avec Christine Rollard, qui est Madame Araignée en France, que tu connais sans doute évidemment. Oui, la pointure nationale. Bien sûr, je lui fais un gros bisou au passage, elle est géniale,
Christine, je rappelle que c'est une chercheuse du MNHN, du Muséum national d'histoire naturelle. Elle prend sur son temps, gratuitement, pour recevoir des arachnophobes, des gens qui ont une peur bleue des araignées. Et chaque semaine, elle reçoit quelqu'un pour l'aider à surmonter cette peur. Et ça fait partie de ces petits gestes qu'on devrait tous faire, sinon pour soi, au moins pour la nature et pour les autres. Voilà, c'était le petit salut. Difficile de faire un épisode sur les araignées sans évoquer, sans saluer Christine, et ça c'est fait. Je voudrais rappeler que les araignées appartiennent à l'embranchement des arthropodes. Ce sont tous ces animaux articulés, comme les crabes, comme les insectes, mais les araignées ne sont pas des insectes. Elles appartiennent à la classe des arachnides, qui se subdivisent en scorpions, en acariens, et donc en araignées. Voilà. Donc ça, c'était le petit mot pour les classer dans ce que toi et moi on aime bien, dans la systématique, dans ce que tu appelles les taxons. Ça, c'est fait. Donc, les saltiques, leur première caractéristique, chère Léa, c'est qu'elles sont très petites. Quelle est leur taille moyenne? Alors, en France, c'est entre 5 mm et 1 cm pour les plus grosses. J'ai déjà vu des spécimens femelles gravides qui dépassent les 1 cm. C'est des araignées qui sont quand même très discrètes, très petites. Et bien souvent, des petites bêtes qu'on ne considère même pas comme des araignées en les voyant au premier regard, hein, puisque elles ont pas vraiment le physique qu'on associe généralement à l'araignée, c'est-à-dire une grosse bête avec plein de pattes assez velues, qui fait un peu flipper. Elles sont tellement petites que souvent, elles passent inaperçues. On a envie de dire tant mieux pour elles. Alors moi, les chiffres que j'ai, c'est qu'elles font de 1 à 25 mm, pour être précis. Elles sont très velues, souvent. Et j'ai envie qu'on enchaîne sur la première de leurs caractéristiques, c'est leurs yeux. Ces chasseuses ont 8 yeux qui sont des merveilles. Pourquoi ? La saltique, premièrement, c'est un animal qui voit, pour le coup, à 360 degrés. Elle a des yeux jusque derrière la tête. Elle en a 4 devant, dont 2 très gros au milieu, 2 plus petits sur les côtés. Elle a 2 yeux médians, qui sont sur le céphalothorax. Rappelle-moi ce qu'est le céphalothorax chez une araignée. Alors, chez les insectes, il y a la tête, le thorax et l'abdomen. Et chez l'araignée, en fait, la tête et le thorax se sont regroupés. Donc c'est le céphalothorax et l'abdomen. En fait, l'araignée a un corps en 2 parties, les insectes ont un corps en 3 parties. Merci de rappeler ça, c'est une des très grandes différences. Et l'autre différence, c'est que les araignées n'ont pas d'antennes, contrairement aux insectes. Non, elles n'ont pas d'antennes, elles ont des pédipalpes, qui sont des petites pattes de devant, qui leur servent à palper leur monde, à nettoyer leurs yeux, un peu d'essuie-glace. Voilà, c'est des petits palpes, mais ce ne sont pas des antennes. Au niveau du rôle, ce n'est pas pareil. Le mâle que je suis ajoute que les pédipalpes servent aussi à se reproduire. Le mâle va chercher son sperme, il le met sur ses pédipalpes et c'est comme ça qu'il va l'insérer indirectement dans, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'épigine. L'épigine, merci. L'épigine de la femelle. Les araignées ont une reproduction indirecte, contrairement aux insectes aussi qui ont une reproduction directe. Bon, c'est bien. On est très complet sur les araignées. On a raison de l'être. Ce sont des animaux merveilleux que toi et moi on adore et qui font partie de ces animaux assez mal aimés et qui sont, moi, dans Baleine sous gravillon, ma priorité, en fait. Alors, je continue sur leurs yeux. Je l'ai dit, les saltiques sont des animaux qui ont une vision binoculaire extraordinaire. Alors, une vision binoculaire, voilà, c'est une vision avec 2 yeux qui a au moins 4 avantages que je vais rappeler. Alors je fais le malin parce que j'ai préparé ça hier. Les 4 avantages de cette vision binoculaire, c'est que premièrement, il reste un œil s'il y en a un qui est perdu. Bon, ça c'est un truc un peu basique. Ensuite, ça permet d'avoir un champ de vision plus large. L'homme a un champ de vision de 150 degrés, donc 90 degrés du côté temporal, 60 degrés du côté nasal. Donc voilà, c'est ce qu'on a nous, les hommes. Et l'araignée, grâce à la disposition de ses yeux qui sont situés tout autour de son céphalothorax, de sa tête, pour faire simple, elle voit à 360 degrés. Elle voit derrière elle, en fait, et devant, et sur les côtés, elle voit partout. Donc deuxième avantage, je l'ai dit, champ de vision plus large. Troisième avantage, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de sommation binoculaire. C'est-à-dire que le fait d'avoir 2 yeux qui voient dans le même champ permet de détecter les choses en mouvement en basse lumière. Toi qui fais de la photo et tous ceux qui font de la photo comprennent ce que je dis. C'est-à-dire que ça permet tout simplement de pouvoir voir des choses mieux que si on avait un seul œil fixé sur ce qu'on regarde. Et le 4e avantage, c'est une vision stéréoscopique qui permet, et ça c'est très important pour les saltiques, qui permet une appréciation des distances. Voilà. Donc j'ai rappelé pourquoi la disposition de leurs yeux était essentielle. Et toi maintenant tu vas me dire quelles merveilleuses sauteuses sont les saltiques. Donne-moi des chiffres, explique-moi comment procèdent ces araignées qui sont montées sur des pistons, j'ai l'impression. Exactement, un piston hydraulique. C'est un peu un système de piston hydraulique. En fait, l'araignée
Grâce à un muscle, elle envoie un fluide dans ses pattes, et la détente des pattes propulse l'araignée à une distance qui est assez incroyable, puisque proportionnellement à sa taille, c'est 30 fois supérieur. Donc à peu près à l'échelle humaine, proportionnellement, c'est comme si nous, on sautait à l'autre bout d'un terrain de tennis, d'un seul bond. Et un corps, je pense que t'es modeste, je pense qu'il peut aller... Oui, alors après, ça dépend des espèces. Oui, d'accord. En moyenne, c'est ça. D'accord. On va enchaîner sur une autre caractéristique des saltiques, c'est que ces petites araignées si mignonnes ne tissent pas de toiles complexes comme leurs grandes cousines. En revanche, elles ont des glandes séricigènes, pour employer ce mot un peu compliqué, mais qui dit bien ce que c'est-à-dire que elles peuvent et elles produisent de la soie. Explique-moi à quoi leur sert la soie dans leur cas particulier. Alors oui, les araignées sauteuses, elles ne vont pas faire de toile, ce ne sont pas des araignées piégeuses, ce sont vraiment des araignées chasseuses à l'affût, comme tu l'as dit, elles ont une très bonne vision, qui leur permet d'apprécier la distance des proies, leur localisation, etc. Donc ce sont des araignées qui vont chasser à l'affût, donc elles n'ont pas besoin de construire de toiles piégeuses. Leur soie par contre, parce qu'elles, comme tu dis, elles produisent quand même de la soie, leur soie va leur servir à d'autres choses. Alors par exemple, leur soie leur sert, premièrement, de filin de sécurité. Un peu comme en escalade, elles grimpent partout, elles ont tendance à sauter un peu partout, des fois il y en a certaines, parce que je les ai beaucoup observées aussi en terrarium, etc. Avant de faire ce film, je les ai étudiées pendant 5 ans, à la maison, et puis sur internet, en parlant avec des arachnologues, etc. Et en fait, tu vois bien que au niveau de l'appréciation des distances, des fois, en fait, c'est comme tous les êtres, on n'est pas parfait, des fois elles se ratent, et en fait, ce filin de sécurité sert à les raccrocher, à les rattraper, quand elles sautent trop loin aussi, parce que des fois, il y en a certaines, suivant le support. Par exemple, une fois, j'avais une Atulus alveolus, qui je crois a changé de nom maintenant. C'est une araignée qui vit sur le sable, sur les dunes. Et donc, il y a une détente extrêmement impressionnante. Et en fait, quand je l'ai mis sur un sol dur, eh bien, elle avait pas du tout le même rapport à son substrat, et elle est partie, mais hyper loin, quoi. Et c'est ce fil de sécurité qui l'a un peu rattrapée. Sinon, elle partirait dans le décor. Ah oui, c'est un peu comme au tennis, terre battue synthétique, Nadal, Djokovic. Ah oui, c'est très étonnant ce que tu racontes. Voilà, c'est ça. En fait, c'est que quand tu prends une araignée qui est censée sauter sur du sable et que tu la mets sur un sol dur, bah forcément, c'est pas les mêmes capacités de saut. Donc ce filin sert à ça sert de filin de sécurité. Ensuite, c'est un filin qui sert également à construire une loge de repos pour la nuit. Chaque nuit, elle se construit un hamac de soie, un peu, ça ressemble un petit peu à une petite loge de soie. Et chaque nuit, elles se mettent dedans pour passer la nuit. Après, il y a plusieurs types de soie. Une araignée va faire plusieurs types de soie. Donc j'imagine que la soie du filin de sécurité n'est pas la même que la soie pour protéger le cocon des œufs, puisque les araignées pondent des œufs. Et donc, pour protéger ce cocon, la soie, j'ai déjà eu des cocons comme ça, la soie est très très épaisse, très solide, elle est imperméable, c'est une soie qui est vraiment particulière. Donc voilà principalement à quoi sert la soie des araignées sauteuses. On a bien fait le tour de cet aspect des saltiques. On va enchaîner sur les espèces. Chère Léa, tu as arrêté une petite liste. Et on va commencer, j'ai vu que tu t'étais fait plaisir, par ta petite chouchoute, ta petite préférée, qui est si belle, ouais. Et qui s'appelle Saïtis barbipes. Alors, on va aussi écluser l'étymologie. Barbipes, eh bien, ça veut dire le pied barbu. Oui. Elle est très poilue, elle est très belle. Décris-la moi, s'il te plaît, en commençant par ses yeux verts, ses yeux mentalo. Alors oui, Saïtis barbipes, c'est une espèce d'araignée sauteuse qui est très commune. Le mâle arbore des couleurs magnifiques pour séduire la femelle. Il a des yeux vert émeraude, il a un petit bandeau orange au-dessus de la tête, il a, comme tu disais, les pieds barbus, il a une paire de pattes qui est hypertrophiée et qui sert à la parade nuptiale. La troisième en partant de la tête. C'est ça, c'est la troisième paire de pattes, qui a le bout velu, noir comme des petits pompons, et le bout est blanc. Donc là, on a envie de dire pom-pom, non pas pom-pom girl, mais pom-pom spider. Ouais, pom-pom spider et pom-pom man, puisque ce sont essentiellement les mâles. Alors, ce sont vraiment les mâles, juste les mâles qui font ça. Les femelles sont vachement plus banales, communes. Elles ont pas de paire de pattes, elles ont pas de couleur comme ça, assez incroyable. Elles sont marrons, voilà. Alors, ce qui nous amène à ce qui est le plus incroyable, le plus beau, ce qu'il faut absolument observer des saltiques, c'est leur balai nuptial. Parle-moi du balai nuptial. Et puis, dis un mot, on en reviendra à la fin de l'émission, sur la Peacock Spider, l'australienne, qui est un peu une cousine australienne, qui est la star des réseaux sociaux. On la voit partout, elle est tellement belle, la Peacock Spider, l'araignée pan. Mais restons sur Saïtis barbipes, petite française. Parle-moi du balai nuptial de Saïtis.
Bah là, pour la petite anecdote, quand je suis tombée amoureuse des araignées sauteuses, je suis tombée amoureuse de Citis barbipes d'abord, puisque j'étais dehors en terrasse en train de prendre un verre, et j'ai un mâle de Citis barbipes qui est venu sur mon verre et qui a commencé à danser. Et en fait, sa paire de pattes hypertrophiées claquait contre le verre à un bruit que moi je pouvais entendre. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Et c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse de ces petites bêtes en me renseignant, etc. Et j'allais de découverte en découverte et ça m'a complètement fascinée. Et donc les araignées sauteuses, oui, dansent, comme l'araignée pan australienne, la peacock spider. Celle qui se rapproche le plus de la peacock spider en France, c'est Cetis barbipes, justement, puisque c'est la même paire de pattes, c'est la troisième, qui est hypertrophiée et qui sert à la danse. Une différence aussi, c'est que la peacock spider va remonter l'abdomen pour danser. Elle va se servir de son abdomen. Et Cetis barbipes, elle ne se sert pas de son abdomen. C'est vraiment la paire de pattes du milieu qui fait le travail de séduction, qui sert à séduire la femelle. Alors dans ta vidéo, j'ai vu qu'en effet, elle lève sa troisième paire de pattes et on dirait vraiment que elle agite les bras comme on les agiterait pour se rendre visible à quelqu'un qui serait très loin. Ouh, coucou, je suis là. Et en gros, ce geste ressemble à ça. Et donc il est tellement chou. Ouais, c'est carrément ça. Au-delà de ça, ça hypnotise carrément la femelle, quoi. Quand on regarde la parade, on voit que la femelle regarde, quoi. Il y a vraiment, c'est assez incroyable chez les araignées parce que on les considère souvent comme des créatures, voilà, qui sont dans l'attente, qui sont pas actives, qui sont dans un coin, qui bougent pas, qui attendent que les proies viennent, etc. Et quand on s'intéresse aux araignées sauteuses, on se rend compte que c'est des araignées complètement actives, qui regardent, qui ont un comportement hyper actif. Et dans la parade, ça se voit vachement. La femelle tourne la tête carrément des fois pour regarder le mâle, elle se retourne. Il y a vraiment un jeu de regard qui est hyper impressionnant. Ça me fait penser que j'ai oublié de dire quelque chose sur les yeux des saltiques que j'ajoute maintenant. J'ai appris, en préparant l'émission, que les saltiques pouvaient bouger leurs yeux à l'intérieur de leurs yeux qui paraissent fixes dans le céphalothorax, mais elles peuvent les bouger. Donc ce qui est quand même, c'est encore mieux que les chouettes. Hein. Elles peuvent bouger leurs yeux et elles peuvent aussi zoomer. Ouais. Ce qui paraît absolument incroyable. Ce sont des engins de précision, leurs yeux, pour des chasseurs, hein, ça peut être utile, on le comprend bien. On a l'impression que leurs yeux sont incrustés, mais en fait, ils peuvent bouger à l'intérieur du globe oculaire. Ouais, ça fait comme des tubes en fait à l'intérieur de l'œil, et ces tubes-là peuvent bouger. Et d'ailleurs, on le voit quand on commence à prendre les saltiques en photo, suivant comment leurs yeux prennent la lumière, on voit qu'en fait leurs yeux changent de couleur. Par exemple, chez Cetis barbipes, suivant notre angle par rapport à l'araignée, on voit que les yeux deviennent verts, s'ils sont dans la bonne lumière, donc là on voit bien le vert émeraude. Si on se décale, on voit qu'en fait ils sont transparents, des fois même une espèce ça fait comme une surface vitrée, et on voit qu'en fait il y a plusieurs couches. Comme à l'intérieur d'un objectif d'appareil photo finalement, il y a plein de lentilles qui se superposent, et tout ça, ça leur permet de faire des ajustements très précis, et ce sont vraiment des merveilles d'ingénierie miniature, je le répète, j'arrête pas de le dire, mais vraiment c'est incroyable, quoi. C'est l'occasion de faire notre petit cocorico à tous les deux, baleine sous gravillon. Les merveilles, elles sont tout autour de nous, dans n'importe quel jardin. Ces petites araignées sont absolument partout. Elles sont difficiles à voir parce qu'elles sont toutes petites, mais si vous fixez votre regard sur un endroit précis, sur un mur, vous allez finir par en voir. D'ailleurs, tu le racontes dans une de tes vidéos, tu as fait un petit tuto sur comment les trouver. Et donc, il y a bien sûr essayé de les trouver en observant un petit coin de jardin, mais toi, tu as une autre méthode qui utilise, je crois, un parapluie. Explique-moi comment tu fais. Oui, c'est la méthode de ce qu'on appelle le parapluie japonais, une méthode utilisée par les scientifiques pour faire des inventaires entomaux, des insectes et des araignées. Donc en fait, on met un parapluie à l'envers et on vient avec un bâton battre les arbres. Donc moi, quand je fais ça, mes voisins ils me prennent pour une folle, mais je bats les arbres comme ça et du coup il y a plein d'insectes et d'araignées qui tombent dans mon parapluie. Bien sûr, après il faut les remettre là où on les a trouvés parce que si elles sont là, c'est pas pour rien. Je tiens à dire ça. C'est très pratique pour trouver des araignées sauteuses puisque la plupart du temps, c'est quand même très très discret, et quand en fait on cherche surtout certaines espèces qui sont arboricoles ou qui vivent dans les pelouses assez hautes, des choses comme ça, c'est vachement plus facile de les trouver avec cette méthode-là. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les repérer à vue parce qu'il y a plus de challenge et c'est plus sympa de les repérer à vue, je trouve. Surtout que si on s'exerce l'œil une fois, ça suffit à les voir après tout le temps. Moi je sais que des fois je regarde mon mur, pourtant je suis à 10 mètres du mur, hein. Mais je vois juste le déplacement, le mouvement, et je sais que c'en est une. C'est pour tous les taxons pareil, une fois qu'on a le regard aiguisé sur certains points, direct au premier coup d'œil, après on sait, c'est comme les oiseaux avec le gizz, c'est un peu le gizz de l'araignée, si c'est pareil, quoi. C'est quoi le gizz ? Le gizz en ornithologie, c'est quand on n'arrive pas forcément à identifier un oiseau visuellement, par rapport aux couleurs, etc., c'est la façon de voler, c'est un peu le comportement, mais de manière très furtive, c'est arriver à identifier un oiseau, par exemple avec 3 battements d'ailes, quoi.
C'est un peu le G's de l'araignée pour moi, tu vois, c'est 3 petits mouvements et je me dis, c'est une sauteuse, ça peut être telle espèce, etc. Alors je te remercie beaucoup, tu m'as appris un beau mot, un beau concept, je suis pas prêt de l'oublier celui-là, le G's d'un oiseau. Ouais. Je te propose d'enchaîner sur une autre espèce. On a compris, Saïtis, c'est ta petite préférée. Il y en a pas que pour elle. La deuxième dont tu as tenu à parler, c'est Evarcha arquata. Alors, pourquoi tu as tenu à parler d'elle? Et avant que tu me répondes, je voudrais faire un bisou à quelqu'un que je ne connais pas. J'ai beaucoup puisé dans ces articles, et peut-être que toi tu la connais. Ce sont les carnets nature de Jessica, ouais. que j'ai trouvé sur Internet en tapant Celtic. Et j'ai trouvé son site très bien fait, très joli, très poétique. Voilà, c'est très beau ce qu'elle fait, c'est très poétique. Ses textes sont assez rigolos, sympas. Et j'ai trouvé plein d'informations. Et bien qu'on ne se connaisse pas, je voulais la remercier. Je sais pas si elle nous écoutera un jour, mais voilà, ça c'est fait. Je connais aussi son site, il est très bien fait. Et il y a aussi un autre site, je sais pas pour les gens qui voudraient s'y intéresser. Hormis le guide de la chaux des araignées, celui avec les photos qui est très bien pour commencer en tout cas. Il y a le site des araignées de France et de Belgique qui est très bien. Après, faut savoir aussi, je fais une petite parenthèse, mais que les araignées, c'est un taxon qui est très difficile et qu'il y a beaucoup d'identifications qui passent par les génitalia, donc l'étude des pièces génitales après dissection des individus à la loupe binoculaire. Ce que moi, je ne fais pas. Parce que j'estime que pour ma petite satisfaction personnelle, juste de savoir le nom, d'aller jusqu'au nom de l'espèce. J'ai pas envie de charcuter les araignées, etc. Je laisse ça à des scientifiques pour qui c'est le métier. J'estime, moi, ne pas avoir le droit de les charcuter pour mon bon plaisir. Mais il y a des gens qui vont jusqu'aux pièces génitales, et ça c'est extrêmement intéressant, mais c'est extrêmement compliqué. Et sur ce site des araignées de Belgique et de France, il y a toutes les photos des pièces génitales des araignées. C'était bien de le mentionner. On va enchaîner sur Evarcha arquata. Alors, je voulais parler d'elle parce que c'est une araignée que j'ai énormément aimé photographier. Alors, c'est une araignée qui est quand même des milieux aquatiques, qui va se mettre sur la ceinture végétale, dans les molinies, par exemple, dans la molinie, autour des étangs, autour des mares, des choses comme ça. C'est une araignée qui est déjà plus exigeante en termes de milieu que Cetis barbipes, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce que c'est une araignée qui est plus vulnérable aussi, à la disparition de son habitat, etc. Et qui est super intéressante, puisqu'elle ressemble à un petit gorille, en fait. Je l'appelle l'araignée gorille, parce que morphologiquement, on dirait vraiment un petit doigt argenté, quoi. Un mini doigt argenté. Le mâle, lui, c'est la première paire de pattes qui est hypertrophiée, parce qu'il faut savoir que toutes les araignées sauteuses font des paranuptiales, mais chaque espèce a bien sûr sa chorégraphie. Et chaque espèce utilise une paire de pattes qui peut être différente des autres, etc. Donc, chez Evarcha arquata, contrairement à Cetis barbipes, c'est la première paire de pattes qui est hypertrophiée. Et j'ai déjà vu des parades, ou même des disputes entre mâles, des disputes territoriales, où ils dansent aussi le mâle l'un en face de l'autre. C'est très beau à voir. Et du coup, voilà, je voulais parler de cette araignée-là, parce que elle est plus exigeante en termes de milieu, elle est vraiment très belle. Le mâle a aussi les yeux verts, ce qui n'est pas le cas de toutes les araignées sauteuses, n'ont pas toutes les yeux colorés. Et voilà, et c'est une espèce aussi assez commune quand même, on arrive à la trouver partout en France. Donc je voulais aussi parler des espèces communes pour que les gens puissent aussi en trouver si vous voulez. Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur Evarcha arquata. On va enchaîner sur une petite troisième, Mendoza canestrini. Alors je ne sais rien d'elle, donc présente-la moi. Alors ça fait partie des araignées dont je voulais parler parce que c'est vraiment les araignées rares. Plutôt les araignées qui sont, elles, très peu observées, très peu inventoriées, qui sont liées à des milieux encore plus exigeants qu'Evarcha arquata, j'ai un peu en croissance au niveau des milieux, en exigence. Et du coup, Mendoza canestrini, elle est liée à des tourbières principalement. Je pense que tu connais les tourbières. C'est là où on fait le whisky. Voilà. C'est des milieux qui sont très pauvres, enfin très pauvres, très riches, ça dépend comment on le voit, mais les sols en tout cas sont plutôt pauvres, donc les plantes s'adaptent, etc. C'est des milieux qui sont pas très très communs. Mendoza canestrini, j'ai trouvé une seule fois, c'était il y a 3 ans dans les Deux-Sèvres, et je sais que les stations sont pas hyper, voilà, il y en a pas beaucoup quoi. Donc c'est des araignées qui pour moi sont des espèces parapluies chez les araignées. En gros, si on arrive à protéger ces araignées-là, on protégera tout un micro-cortège qui va avec elles. Et il y a aussi Marpissa pomacia, qui est encore plus rare, qui est une araignée incroyable puisque le mâle a des espèces de gros gants de boxe au niveau des pédipalpes. Tu parlais tout à l'heure des mâles qui se reproduisent justement de façon indirecte en prenant le sperme dans leur pédipalpe puis en l'insérant dans les piégines de la femelle. Et ben chez Marpissa pomacia, le mâle a des pédipalpes énormes, bien gonflés, moi j'appelle ça carrément des gants de boxe,
C'est vraiment très impressionnant, je vous invite à aller voir des photos. C'est vraiment super impressionnant à voir. Alors, au cas où ça serait pas clair, la reproduction des araignées, en gros, le mâle, il a ses organes génitaux qui sont situés sur l'opistosome, c'est-à-dire en gros la deuxième partie du corps de l'araignée, c'est la partie arrière. Ouais. C'est un peu comme si nous, je vais faire cette analogie qui vaut ce qu'elle vaut, on prenait notre sperme dans nos mains avant de l'insérer dans le vagin de notre partenaire. C'est un peu nul ce que je dis, mais c'est un peu l'idée, quoi. Il y a une étape en plus, mais sinon c'est carrément ça. Mais en fait, c'est que le mâle tisse une petite toile pour y déposer son sperme. Et ensuite, il le récupère dans ses pédipalpes. Oui, voilà, il enrobe, il met ça dans un contenant de soie, voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc maintenant, on a bien compris comment tout ça se passait. Et c'est d'ailleurs comme ça, je le signale au passage, je ne sais pas si c'est le cas chez les saltiques, c'est souvent la présence de ces petites boules de sperme qu'il a au bout de ses pédipalpes qui permet de distinguer très facilement le mâle de la femelle. Oui. Je dis toujours que le mâle porte des gants de boxe. Il y a plein de gens qui m'envoient des photos de saltiques en me disant c'est mâle, c'est femelle, etc. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Des fois c'est subtil, hein. Si les pédipalpes ne sont pas gorgés, ça peut être quand même assez fin, c'est tout petit en plus, donc vraiment faut zoomer sur les photos, etc. Mais on peut quand même voir. L'espèce que j'ai insérée sans ta permission, c'est tout simplement la grande saltique. C'est aussi une marpissa. C'est Marpissa muscosa. Et je voulais, fidèle à mes habitudes, dire ce que veut dire son nom latin. Marpissa, ça vient d'une racine latine qui évoque l'idée de saisir, de choper. Et muscosa, c'est à voir avec la mousse. Donc je ne sais pas du tout pourquoi elle s'appelle comme ça, mais en tout cas, j'avais envie d'en parler, chère Léa, parce que cette grande saltique, l'a bien nommée, est peut-être une des plus grandes saltiques françaises. Elle peut faire jusqu'à 1 centimètre, c'est pour ça que moi je voulais en parler. Donc il y en a plusieurs espèces de Marpissa, donc celle-ci, comme je disais, c'est la plus commune, elle vit principalement, on peut la trouver sur le bois mort et bien sec. Moi je sais qu'ici je la trouve sur les barrières dans les champs, sur les barrières des moutons, les choses comme ça, les piquets, elle adore ce genre d'endroit-là. Et les femelles gravides, en effet, peuvent être énormes. J'en ai trouvé des spécimens déjà allant jusqu'à 1,5 cm. C'est assez impressionnant parfois, ouais. Bon, on a dit un mot sur la grande saltique. On va enchaîner sur une des plus fascinantes. Là, vraiment, ouvrez grand vos oreilles parce que ce qu'on va raconter là, et pour moi, c'est vraiment presque la quintessence de l'épisode. On va enchaîner sur les myrmarachnes. Et je te laisse tout dire sur ces araignées, en fait, qui sont déguisées en fourmis. Oui, alors les myrmarachnes, ça comprend plein d'espèces. Beaucoup d'espèces. Il y en a pas seulement en France, hein, il y en a partout. Moi j'appelle ça la saltique fourmi. Dans mon film, je l'ai mise parce que pour moi on pouvait pas passer à côté, c'est tellement énorme. C'est une saltique qui ressemble à une fourmi. Donc déjà au niveau morphologie, elle a vraiment la morphologie de la fourmi. Elle a un rétrécissement abdominal au milieu de l'abdomen qui fait penser qu'en fait elle a un corps en 3 parties, alors que c'est vraiment antinomique de l'araignée d'avoir un corps en 3 parties. Hein. Souligné parfois par une bande blanche qui en plus rehausse cette fausse division. Voilà, ça cercle. Ouais. Ouais, il y a comme un petit anneau qui resserre l'abdomen à un endroit et qui fait vraiment penser à la morphologie de la fourmi. En plus, elle a des pédipalpes qui sont très petits, mais elle a pas de pattes hypertrophiées, comme on a parlé pour la parade, etc. Elle a pas de pattes hypertrophiées, mais elle utilise sa première paire de pattes comme des antennes, finalement. Et au niveau comportemental, on voit très bien que elle imite vraiment parfaitement les antennes de la fourmi avec sa première paire de pattes. Sachant qu'elles sont dépourvues d'antennes. Oui, elles sont dépourvues d'antennes. Alors, donc, elles vont imiter les antennes, elles les bougottent tout le temps, c'est-à-dire les pattes servent pas tant à se mouvoir que juste à simuler des antennes. Et pardon, je t'ai interrompu, continue. Et non, mais c'est ça. En fait, ça simule carrément les antennes. Et même au niveau du déplacement, vraiment, c'est le déplacement saccadé de la fourmi. Hein. Elle marche, hop, elle s'arrête, elle marche, elle s'arrête. Bon, toutes les araignées sauteuses font ça. Mais elle, vraiment, elle ressemble vraiment, que ce soit comportementalement parlant et aussi morphologiquement, à la fourmi. Tu veux dire que les myrmarachnes ont le gise des fourmis ? Exactement. J'apprends vite. Hein. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ok, je voulais aussi dire que... Myrmée, c'est la racine grecque de fourmi. Myrmécophage, c'est les animaux qui mangent des fourmis. Hein. Le pangolin est myrmécophage, par exemple. Arachne, tout le monde a compris que c'était l'araignée. Donc myrmarachne, c'est l'araignée fourmi. Leur nom le dit bien une fois de plus. Je voulais aussi dire, tant qu'on est dans les noms un peu compliqués, mais c'est très important, c'est que ce type de mimétisme, car c'en est un, s'appelle le mimétisme batésien. B-A-T-E-S-I-E-N, batésien, le mimétisme bathésien. Et donc, le mimétisme bathésien, c'est tout simplement un mimétisme qui est utilisé par un animal inoffensif, mais qui imite
un animal dangereux. Et il y a plein d'exemples de ça dans le monde animal, un des plus célèbres étant tous ces serpents qui imitent le serpent corail, qui est extrêmement venimeux. Il imite les couleurs, mais en fait, il est totalement inoffensif. Tu es bien sûr au fait de ce type de mimétisme. Est-ce qu'il y a beaucoup de saltiques qui sont mimétiques autrement que les myrmarachnes? Alors ce sera pas cette forme de mimétisme-là, ce sera plus des mimétismes qui correspondent à des surfaces pour se cacher, etc. Des mimétismes au niveau des motifs, qui ressemblent à de l'écorce, ou des mimétismes qui, comme par exemple les celticus, qui mimétismes qui font penser à des murs, même couleur que les pierres, etc. Alors juste pour revenir à l'araignée-fourmi, il y a une araignée, alors la découverte est très récente, donc forcément c'est pas encore démocratisé dans la pensée scientifique, etc. Mais j'ai lu un article scientifique il y a pas très longtemps qui parle de la découverte d'une araignée-fourmi qui allaite ses petits. Voilà, je trouvais ça incroyable et j'avais envie d'en parler ici. Alors c'est pas vraiment du lait, mais c'est une substance qui ressemble vraiment beaucoup à du lait. Elle a des petites tétines qui lui servent à sécréter ce lait-là et les petits s'en nourrissent pendant tout un moment. Et je me suis dit, mais c'est incroyable quoi, une araignée qui allaite. J'avais déjà entendu parler d'une araignée sauteuse végétarienne. Il y en a une qui se nourrit de sève, de feuilles, etc. Je crois que c'est en Amérique latine. Et là, maintenant, ils ont découvert, alors c'est des scientifiques chinois qui ont fait la découverte de cette araignée-là, une araignée fourmi qui allaiterait ses petits. C'est incroyable quand même. C'est absolument incroyable. Et tu vois, une information en appelant une autre, en préparant l'émission, je suis tombé sur un article assez récent où les scientifiques ont établi que, bien sûr, les araignées n'entendent pas, mais en revanche, elles perçoivent les vibrations, y compris sonores, grâce au soie de leurs pattes. Oui. Et ça aussi, c'est un sens en plus pour cette chasseuse qui peut, d'une certaine manière, donc, je viens de le dire, percevoir le son. Tu me confirmes cette découverte ? Bah bien sûr, parce que déjà rien que dans les parades, quand tu observes les parades des araignées, alors que ce soit les araignées sauteuses ou pas, hein, les araignées loups également, mais en fait les araignées produisent du son. Cette barbipes, je te dis, la première fois que je l'ai vue, elle me faisait la parade en fait, ses pattes claquaient sur mon verre et j'arrivais à l'entendre, ça claque fort quand c'est sur des surfaces qui résonnent comme ça. Et du coup, il y a un preneur de son que je connais, qui est venu faire des interventions à l'IFCAM, qui s'appelle Boris Jolivet. Il a réussi à enregistrer le son de parade des araignées loups, justement. Et en fait, quand tu l'entends sur des grosses enceintes, c'est complètement impressionnant, quoi. C'est des grosses vibrations, en fait, t'as l'impression d'être dans une fanfare avec que des tambours africains. C'est hyper impressionnant le fait que les araignées, les insectes produisent des bruits. Et voilà. Alors, on avait juste oublié de dire le nom de la myrmarachne que tu m'avais cité, en l'occurrence Cynageles venator. C'est bien ça ? Oui. Cynageles venator, c'est l'espèce qu'il y a dans mon film. Il y en a plein. En fait, il y a beaucoup d'espèces mimétiques de la fourmi. Et c'est rigolo parce que on en a en France, des comme ça, des mimétiques de la fourmi, mais il y en a qui ont évolué de la même façon en Amérique du Sud et en Thaïlande. Donc en fait, tu vois, c'est plein d'endroits différents, on arrive aux mêmes évolutions, c'est incroyable, je trouve. Il y a quelque chose d'important que je voudrais dire, c'est qu'on n'arrête pas de décrire à quel point elles ressemblent à des fourmis, mais on n'a pas dit pourquoi, à quoi ça leur servait. Il y a une raison quand même qui est la raison principale, puisque moi j'ai fait des tests. Alors je me suis demandé pareil, je me suis dit pourquoi est-ce qu'elles sont en fourmis. Alors peut-être que c'est parce que elles veulent prédater des fourmis. Donc j'ai fait plein de tests, j'ai mis une araignée sauteuse fourmi avec des fourmis, j'ai regardé comment ça se passait, et en fait elles ne s'attaquent pas du tout aux fourmis. Donc je me suis dit ça doit être quelque chose d'autre, alors je me suis renseignée, etc. Et en fait ce serait principalement le goût des fourmis, qui est atroce à cause de l'acide formique qu'elles sécrètent, qui serait atroce pour plein de prédateurs, et au final ce serait un peu la planque d'être déguisé en fourmi pour passer un peu inaperçu aux yeux des prédateurs, ils se disent bon c'est une fourmi, alors que les araignées sont absolument délicieuses et les prédateurs adorent les araignées. Tu l'as merveilleusement résumé, j'ai rien à ajouter. Alors, on va enchaîner sur d'autres espèces qui, cette fois-ci, sont thermophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment les milieux plutôt chauds. Donc, tu m'as noté 2 espèces, Carotus xanthogramma, donc il y a une histoire de jaune quelque part, et Heliophanus, il y a une histoire de soleil quelque part. Alors, Carotus xanthogramma, elle est vraiment géniale, elle est assez commune, on peut la trouver dans les haies, etc. C'est une araignée quand même qui aime bien la hauteur, des petits arbustes, des choses comme ça lui convient bien. Et c'est l'araignée carotte. Alors pourquoi l'araignée carotte ? Parce que la femelle est orange carotte. Et c'est une espèce dont je voulais parler puisque, à l'inverse des autres espèces dont on a déjà parlé, la femelle est très très colorée, plus colorée que le mâle qui lui est noir avec l'abdomen orange. La femelle est entièrement orange vif, avec une bande plus jaune sous les yeux, un regard noir adorable. C'est une araignée que les gens m'envoient beaucoup en photo pour me demander ce que c'est. C'est une araignée qui retient l'attention parce qu'elle est pas toute petite, elle est quand même de bonne taille. Et elle est très 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 belle.
Et elle est très photogénique en plus pour les macros, cette araignée-là. Ok, j'ai pas noté d'autres espèces. Tant qu'on est en France, est-ce que tu veux en citer quelques autres ou est-ce qu'on a fait le tour de celles que tu voulais présenter? Et ben pour revenir aux Heliophanus dont tu parlais juste à l'instant, tu disais soleil qui brille, quelque chose comme ça. En fait, c'est parce que les Heliophanus, c'est tout un cortège de petites araignées très communes qui sont dans les jardins, qu'on peut trouver même en ville. C'est des espèces que j'ai beaucoup appréciées quand j'habitais à Angers pendant 3 ans, et c'est là où j'ai commencé les araignées. C'est des espèces qui sont très faciles à trouver, et qui ont l'abdomen qui change de couleur suivant comment elles sont orientées aux rayons du soleil. Donc en fait, des fois, elles peuvent être très brillantes roses, des fois elles ont des teintes vertes, etc. Elles sont très métallisées. Tu vois, encore une fois, avec l'étymologie, ben t'as déjà compris que morphologiquement, c'est des araignées en fait qui changent de couleur avec le soleil, en brillant en fait. Elles brillent comme ça, elles scintillent. Alors, chère Léa, là, c'est du miel pour les oreilles. Moi, quand on m'a forcé à faire du latin et du grec, je trouvais ça chiant, j'avais de très mauvaises notes et tout ça. Et je regrette aujourd'hui d'avoir été un mauvais élève parce que j'y suis venu plus tard. Mais tu l'as bien résumé, hein, c'est vrai, pour peu qu'on soit un peu curieux et surtout qu'on s'intéresse aux sciences en général, le fait de connaître ses racines latines et grecques, aide beaucoup. C'est un peu comme les médecins. Après, chacun fait ce qu'il peut, fait ce qu'il veut, etc. Je voulais juste te dire que dans le cas d'Heliophanus, c'est pas du latin, c'est du grec. Hein. O Helios anaphai netai, je me souviens un peu de mes cours de grec, ça veut dire le soleil se lève ou le soleil brille, je sais même plus. Mais voilà, on va enchaîner. Si tu veux bien, on va se faire plaisir dans un bouquet final. C'est un peu un feu d'artifice, là, notre conversation d'aujourd'hui. Je la regrette pas du tout, elle est juste sublime. On a recensé, toi et moi, 2 ou 3 espèces qui sont incontournables dans le monde. Et c'est là qu'on revient sur, alors c'est Maratus volans, sur la peacock spider, Maratus volans, qu'on trouve en Australie, en l'occurrence au Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud. Elle n'est pas partout en Australie. Décris-moi cette araignée qui est la superstar des araignées. Alors, c'est tout le groupe Moratus, parce que finalement, volans, c'est qu'une espèce, mais tout le groupe Moratus sont des araignées pans, et chaque espèce a sa chorégraphie, et là, pareil, il faut vraiment aller voir. Je te coupe juste 10 secondes pour dire que volans, selon mes calculs, ça veut dire qu'elle vole. Explique-moi pourquoi on lui aurait donné cette appellation. Mis à part le fait que ce soit une sauteuse, je pense aussi peut-être que c'est avec l'abdomen, je sais pas du tout. Je vais risquer une hypothèse, j'en suis pas sûr du tout et les spécialistes me corrigeront si je dis une bêtise, mais en fait, en plus de toutes les couleurs chatoyantes et incroyables dont tu vas parler, cette araignée a ce qu'on appelle 2 volets opistosomiques, c'est-à-dire que sur son opistosome, sur son abdomen, elle a 2 parties, 2 petites ailes qui peuvent se relever pour faire une sorte de masque africain. Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle volans, parce qu'elle a 2 petites ailes sur les côtés, ce qui est incroyable aussi, hein, d'avoir des trucs repliables en plus. T'as d'autres espèces de Moratus qui sont pareilles en fait, qui ont aussi ces petits volants-là, donc je sais pas si c'est vraiment ça. Mais en tout cas, il y a vraiment une énorme diversité, c'est pour ça que c'est mon rêve d'aller en Australie pour pouvoir découvrir ces petites araignées-là. Il y a un monsieur que je connais qui a lancé le projet Moratus, justement. Et en fait, le projet Maratus, pardon. Et donc, il a décidé de prendre en photo le plus d'espèces possible d'araignées pans. Il a commencé à toutes les inventorier, etc. Ces photos sont magnifiques. Et il a ouvert une chaîne YouTube où on voit la parade de chaque espèce. En fait, il y a même une espèce de Maratus qui a un petit plumeau au bout de l'abdomen. Alors qu'elle a pas les belles couleurs comme les autres ou quoi, elle est moins colorée, mais elle a des pompons au bout des pattes et au bout de l'abdomen et elle agite ce pompon là et c'est incroyable. Encore une pom-pom spider. Ouais, carrément. C'en est toutes, c'est sûr, mais celle-ci, on dirait vraiment un petit pompon en plus que les autres n'ont pas, quoi. Et c'est des araignées que j'aimerais beaucoup voir, qui sont vraiment minuscules. Parce que, en fait, elles sont de la taille de Cetis barbipes en France, donc c'est à peu près 5 mm. Dépasse pas 5 mm. C'est des araignées toutes petites. Il faut les regarder de très près pour pouvoir voir ces magnifiques couleurs, mais c'est vrai qu'elles ont fait un carton sur Internet et on comprend pourquoi. Je voudrais enchaîner sur une araignée dont on a aussi parlé avec Christine, qui a un nom fantastique. Donc là, il y a plusieurs ponts dans le même épisode sur l'araignée que je vais dire. C'est Bagheera kiplingi. Je te laisse m'expliquer pourquoi cette araignée est unique au monde. Ah, c'est l'araignée dont je parlais tout à l'heure. Voilà. C'est une petite araignée qui se nourrit des corps beltiens, c'est-à-dire des petits bourgeons sucrés qui poussent sur l'acacia. Oui. Elle n'est pas entièrement végétarienne, mais une partie de son menu, et parfois la majorité, est végétarien, et c'est quand même incroyable, il faut le savoir. C'est la seule espèce du monde, connue en tout cas, qui est flexitarienne, on va dire, qui mange des petits éléments végétaux. Oui, alors celle-ci, j'en ai entendu parler, donc je m'étais renseignée dessus, tu vois, j'avais pas retenu le nom latin. Et c'est quand même dingue, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La nature a tout inventé, en fait. Il y a tout dans la nature. Il existe des araignées végétariennes, des araignées qui allaitent. Enfin, tout existe déjà, en fait. C'est juste qu'on connaît mal.
Mais oui, et donc cette araignée-là est une araignée d'Amérique latine, entre le Mexique, le Costa Rica, etc. Et c'est une araignée qui est incroyable quand même, une araignée végétarienne. Il y a une phrase qui me tourne dans la tête que je veux dire qui a rien à voir avec notre sujet mais qui est trop belle. Il y a un film avec Jean Gabin, c'est peut-être un peu lointain pour toi, que je te recommande de voir, qui s'appelle Le Président, dans lequel Jean Gabin interprète le président du conseil de je ne sais quelle époque. Et il y a un débat parlementaire dans lequel il y a un député qui lui dit « Vous savez, il y a aussi des patrons de gauche ». Et la réponse de Jean Gabin est la suivante. « Il y a aussi des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité du genre. » C'est très beau. Dans le cas de Bagheera Kiplingi, je le redis, sur les 48 000... C'est l'exception qui confirme la règle. Exactement, espèce d'araignée répertoriée, décrite, enfin connue en tout cas, c'est la seule qui est pratiquement végétarienne. Voilà. Alors, maintenant arrive en guise de punition le petit piège que je t'ai préparé, en l'occurrence une araignée dont on n'avait pas du tout parlé, Zygobalus sex punctatus. Alors, double piège, je veux que tu essayes de me dire ce que veut dire son nom. Sex punctatus, donc le sexe ponctué. Eh bien, tu es tombé dans mon piège. Tu es tombé dans mon piège béant, sex punctatus. 6 points, à 6 points. Tu as un esprit bien mal tourné, je trouve. Je plaisante, évidemment. Sex punctatus, ça veut dire 6 points. C'est le sexe de 6. Sex punctatus. Et zygobalus. Alors, balus a à voir avec danser, hein, comme dans ballet. Et zygo, c'est une racine grecque qui signifie le joug. J-O-U-G. Le joug, par exemple, qu'on met sur des bœufs pour tirer une charrue. Donc, je ne sais pas pourquoi joug. Mais voilà, et j'en parle pour deux raisons, pas seulement pour te tendre un piège, c'est une araignée qu'on trouve aux États-Unis. Voilà, donc comme son nom l'indique, elle a 6 points sur son opistosome, sur son abdomen. Mais j'en parle pour une raison en plus, et peut-être que tu vas rebondir là-dessus. C'est que Zygobalus est très caractéristique de ce qu'on appelle en éthologie un comportement agonistique. Un gros mot pour parler de quelque chose que tout le monde connaît, c'est-à-dire la compétition entre mâles, les attaques, en gros je te montre mes muscles. Voilà, c'est tout ce qui concerne les affrontements, par exemple les bouquetins qui se battent, etc. Ça s'appelle un comportement agonistique d'une racine grecque qui signifie la compétition. Voilà. Et donc, apparemment, cette araignée-là, il y a des combats entre les mâles, parce que tu vois, c'est pas le tout de séduire la femelle, mais il y a aussi de la concurrence. Donc, est-ce que tu peux me dire un mot là-dessus? Ça se frite, quoi. Oui, alors les mâles se fritent, comme tu dis, beaucoup pour les femelles. Ils vont pas se battre de manière agressive, ils vont danser l'un en face de l'autre. En fait, c'est comme une parade un peu, pour voir qui c'est qui sera le plus fort, qui c'est qui sera le plus grand, qui dansera le mieux, qui connaîtra mieux sa chorégraphie. C'est un peu cette compétition-là qui est pour les femelles. Après, je ne sais pas s'il y a des compétitions vraiment territoriales, parce que les araignées sauteuses sont des araignées errantes. Donc elles n'ont pas de territoire à proprement parler, elles vont bouger comme ça en permanence, et donc rencontrer d'autres mâles, et donc des femelles aussi. D'accord. Quand on a préparé cette émission, tu m'as parlé d'une observation que tu avais faite en Espagne, où il était question d'autotomie. Explique-moi ce mot barbare et explique-moi ce que tu avais vu. Alors oui, quand je suis allée à côté de Madrid, il y avait un mâle sur mon bungalow, un mâle de Menemerus cembilitatus, qui est une assez grosse araignée sauteuse, elle peut atteindre une bonne taille en Espagne. Elle faisait presque 1,5 cm, limite 2 cm, elle était vraiment énorme. Et en fait, il lui manquait presque toutes les pattes, il lui restait plus qu'une patte de chaque côté en fait. Ouais. Alors ça, en fait, j'ai vérifié, ce serait de l'autotomie, comme font les lézards quand ils perdent leur queue. Les araignées seraient capables de se séparer de leurs pattes face à des prédateurs ou d'autres potentiels concurrents mâles, je ne sais pas dans quelles circonstances exactes, puisque je n'ai jamais observé la patte qui se décrochait, mais j'ai vu l'araignée se déplacer sans pattes. D'accord. Alors je ne sais pas si ça repousse, on avait dit que ça repoussait sur les... Si, alors moi j'ai envie de te dire que récemment j'ai vu une vidéo passer où on voit un vieux tégénaire, ces araignées qui sont si jolies mais qui effrayent tant la ménagère de moins de 50 ans. Et les ménagers aussi. Et des ménagers, oui bien sûr, c'est vrai, il n'y a pas que les femmes, t'as raison de le dire. Il lui manquait, je crois qu'il lui restait plus qu'une patte. Ou deux, comme dans ton cas. Et en fait, voilà, il y a des photos avant-après où on voit que l'araignée a été soignée par je sais pas qui ou je sais pas comment. En fait, elle s'est complètement atrophiée, tout ça, mais elle est pas morte et elle en a réchappé et toutes ses pattes avaient repoussé. Je sais pas s'il faut y accorder un crédit scientifique. Ouais, je sais pas si les saltiques en sont capables. J'ai pas assez de connaissances sur la biologie, mais si elles sont capables d'autotomie, ce serait en effet un peu bête que ça repousse pas. Un peu handicapant. En effet. Alors, tant qu'on est dans les histoires de manger, de prédation, est-ce que tu as observé du cannibalisme? Les mœurs sont pas jolies chez les saltiques, comme chez le reste des araignées. Mais en fait, chez les saltiques, ça va. Enfin, je parle en tout cas pour le mâle. Quand il fait la parade à la femelle est complètement hypnotisée.
Et bien souvent, après l'accouplement, le mâle arrive à en réchapper en fait, parce qu'il se cache, il part très très vite, et la femelle, elle a pas trop le temps de réagir. Et cette parade fait qu'il y a moins de prédation sur les mâles adultes, qui permettent à un mâle de féconder plusieurs femelles aussi. Par contre, les femelles sont vraiment de véritables grosses prédatrices, énormes prédatrices, et j'en ai eu en terrarium, et franchement, les femelles sont très très agressives envers les mâles, mais aussi envers les juvéniles, les jeunes araignées sauteuses, ou même des araignées sauteuses adultes de la même espèce ou d'espèces différentes. Donc en fait, j'ai vu des femelles de Cetis barbipes, l'espèce très commune là du mâle qui a le bandeau orange et les yeux verts, qui se jetait sur à peu près tout ce qu'elle voyait qui bougeait. Le moindre mouvement qui lui fait penser à une proie, directement elle va voir, et elle a un comportement qui est plutôt agressif. Alors, je rappelle que chez les araignées, le mâle est souvent plus petit que chez la femelle et que sa vie est assez rude. Bien souvent, il sert de repas à la femelle après l'accouplement. Ça, c'est chez les araignées. Est-ce que toi qui en as observé pendant si longtemps, de si longues années dans ton terrarium, est-ce que tu as vu ça chez les saltiques? Non. Pourtant, c'est en captivité, donc c'est en vase clos, si on peut dire. Donc le mâle a quand même moins de possibilités d'échappatoire que dans un milieu naturel. Mais pourtant, j'ai observé très peu de prédation parce que le mâle, en fait, à chaque fin de reproduction, arrive à sauter. Parfois, j'ai vu le mâle qui se cachait carrément, qui descendait de plusieurs feuilles, qui allait se cacher en dessous en attendant que la femelle parte, pour pas se faire manger. Donc il y a une espèce d'intelligence quand même du mâle, qui se dit je finis mon truc et après, hop, je m'en vais. Ce qui lui laisse aussi la possibilité, comme je te disais tout à l'heure, de se reproduire avec d'autres femelles. D'accord. Ce que tu m'avais raconté en préparant l'émission, c'est que tu pensais que cette belle danse dont on a déjà parlé avec toi, cette espèce de ballet que font les mâles, pour lesquels ils sont si connus, si aimés, si photogéniques, si vidéogéniques, bref, que selon toi, ça leur permettait d'en réchapper tout simplement? Ah oui, complètement. Moi, je pense que vraiment la femelle est hypnotisée au niveau des mouvements, parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui font que ça hypnotise la femelle, je pense, de ce que j'ai pu observer moi, parce que encore j'ai un regard très naïf sur les araignées, bien que je commence à les connaître, mais j'ai mon regard de moi observatrice, donc au niveau biologie, je suis pas hyper calée, mais au niveau observation, je pense d'avoir observé assez longtemps pour pouvoir en tirer certaines conclusions. Et donc le fait que la femelle, de par le mouvement, de par les couleurs, et de par la vibration, puisque les parades nuptiales d'araignées se font aussi essentiellement par les vibrations, puisque les mâles de Cetis barbipes vont claquer les pattes sur les feuilles ou sur le support, un support qui résonne. Ça joue aussi dans le fait que la femelle juge la prestation, quoi. Donc elle est absorbée. Tu as même employé le mot hypnotisé la dernière fois. Oui, c'est complètement ça. J'ai l'impression que les femelles sont vraiment hypnotisées. Elles regardent le mâle d'une façon complètement, voilà. Puis si la femelle est pas intéressée, elle a tendance à s'en aller. Et le mâle reste là un peu tout seul comme ça, en attendant qu'elle parte. Donc le mâle va essayer de suivre la femelle, mais au bout d'un moment, si elle voit qu'elle n'est pas intéressée, il prendra pas plus de risques que ça, il va arrêter, plutôt que de se faire manger. Il y a un autre aspect dont j'avais envie de parler avec toi à propos des araignées, un truc connu, c'est cette histoire, toujours pareil, en préparant, tu m'as dit que les femelles étaient très gourmandes, qu'elles étaient très agressives, très gourmandes, et qu'elles avaient un énorme appétit, et c'est peut-être l'occasion de parler un peu de cette digestion très particulière des araignées qui pratiquent l'exophagie. C'est quoi, cette digestion externe? Alors oui, c'est une digestion externe, ce qui peut être un peu perturbant pour nous, ou pour des gens qui ont déjà un peu peur des araignées, ça peut être un peu un truc un peu réverbatif. En fait, l'araignée va saisir sa proie à l'aide de ses crochets qu'on appelle des chélicères. Donc c'est des petits crochets qui sont vraiment inoffensifs pour nous, pour les humains. Impossible de traverser la peau humaine, ils sont pas assez puissants. Tu auras la médaille Christine Rollard de l'amitié avec les araignées. Et donc l'araignée va saisir sa proie avec ses chélicères, elle va injecter une petite dose de venin qui va tuer la proie, la paralyser, et ils vont injecter aussi un suc digestif dans la proie qui va dissoudre la proie de l'intérieur, et ensuite avec les chélicères, qui sont finalement des tubes, comme des petites pailles, ils vont aspirer l'intérieur de la proie, qui sera complètement liquéfié, comme un petit peu un jus. Et donc parfois, on retrouve moi dans mon terrarium, je retrouvais des mouches qui avaient l'air juste mortes. Et finalement, elles étaient vides, totalement, puisque il restait plus que l'enveloppe externe de la mouche, quoi. Ok. J'arrive au bout des questions que j'avais préparées. Est-ce que il y a des thèmes dont on n'a pas parlé et que tu voudrais mettre en avant? Et finalement, est-ce que le sort des saltiques, est-ce qu'il a changé depuis que toi tu t'y intéresses et que tu les as rendus plus populaires parce que tu as porté ta pierre à un édifice plus vaste? On a l'impression que ces petites araignées ont beaucoup de succès dans le monde entier. Oui, elles sont super photogéniques déjà. Je pense que c'est des super ambassadrices pour toutes les autres araignées. Je conseille aux arachnophobes de s'intéresser d'abord aux celtiques avant d'essayer de se faire violence avec des araignées plus grosses ou qui font un peu plus flipper. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas et ça a très très bien marché.
C'est vrai qu'il y a de l'engouement autour des araignées sauteuses parce que il y a eu le dessin animé Lucas the Spider, qui est le dessin animé sur une petite araignée super mignonne. Et j'ai trouvé ça vraiment génial pour les enfants. Et pour les grands aussi, hein. Tu penses que ça peut aider, de tels petits dessins animés? Mais vraiment, vraiment. Vraiment, parce que d'habitude, ils prennent tout le temps des animaux mignons pour faire des dessins animés. Les araignées, c'est un peu dans les dessins animés, les monstres de l'ombre, ou même dans les films, quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, la grosse araignée, Harry Potter, la grosse araignée, tout ça, c'est pas très joli pour l'image des araignées. Alors que Lucas the Spider, c'est mignon, c'est réfléchi, c'est bien pensé, bien fait. Et je pense que les grands et les petits peuvent se faire plaisir en regardant ces petites vidéos sur YouTube, d'ailleurs, qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube. En effet. Et on n'a même pas parlé de Spider-Man, mais il a pas besoin de nous. Non. Ok Léa, je pense qu'on arrive à la fin de ce qu'on avait envie de dire. J'espère qu'on n'a rien oublié. Je peux juste rajouter un petit truc. Bien sûr. J'ai parlé que je mettais les araignées en vivarium. Déjà, c'était pour 2 raisons. Parce que je veux pas inciter les gens à mettre des espèces sauvages dans des vivariums. Moi, il y avait une raison principale. C'est que donc j'ai fait mon film Le regard de l'araignée sur les araignées sauteuses. Et je voulais vraiment connaître les araignées de mon point de vue à moi, de mon point de vue d'observatrice. J'ai besoin de les avoir tout le temps en permanence avec moi, pour pouvoir les observer. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour mon film, j'ai dû faire un élevage d'araignées sauteuses. Donc j'ai fait un élevage de drosophiles. Pour en manger. Pour donner des drosophiles aux araignées sauteuses. Voilà, j'ai fait un élevage parce que je tournais en hiver. Il faut savoir que les araignées sauteuses sont des araignées thermophiles. Et donc l'hiver, elles sont cachées, elles hivernent. Donc en fait, on ne les voit pas. Et donc j'étais obligée d'avoir des sujets à la maison pour faire du studio l'hiver. Donc voilà, j'étais obligée de faire un élevage. Mais je cautionne pas forcément le fait de mettre les araignées dans des boîtes. Les animaux en général. D'accord. J'en arrive à la question rituelle de Baleine sous gravillon. Qu'est-ce que tu penses de ce titre? Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Bah oui, pour moi c'est un anguille sous roche. Moi je pense que c'est anguille sous roche de base, votre volonté principale, mais ça vient de là. Après, ça m'inspire d'autres choses aussi. Ça m'inspire des choses plutôt évidentes finalement, qui sont très grosses comme une baleine, mais qui sont cachées par plein de petites choses un peu superficielles peut-être. Ouais. Ça m'inspire ça en tout cas. Enfin, ça m'inspire la nature, toutes ces choses cachées qui sont évidentes, qui sont essentielles et qu'il faut juste découvrir finalement sous une fine couche. Rien à ajouter. Merci Léa. Comme d'habitude, je te fais un gros bisou en cette période de Covid. Oui, pareil. Merci du temps que tu nous as accordé. On te retrouve très vite pour continuer à parler de chacune de tes sublimes petites vidéos. Profite bien de ton dimanche. Je t'embrasse. À bientôt. À bientôt, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.